Le projet Flamme-Litho, en quelques mots, sont deux défis. Un défi tout d'abord scientifique, c'est-à-dire comprendre le développement de ces microalgues toxiques et leur impact sur les ressources que l'on a en mer, telles la coquille Saint-Jacques ou les moules. Et puis il y a un deuxième défi, puisque c'est de la science participative, c'est de faire comprendre le message et d'expliquer notre démarche aux citoyens, aux collectivités et aux services de l'État. Un des aspects très importants et qui fait aussi la particularité de ce projet de recherche, c'est la participation des acteurs et c'est cet aspect de science participative. Donc l'idée, c'est d'inviter les acteurs du territoire, les acteurs économiques, les acteurs aussi de l'État évidemment, à parler, à discuter de la science qui est en train de se faire. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très exceptionnel et qui est particulier à Flamme-Litho. Au-delà même de l'intérêt qu'on avait dans le programme, on avait un certain nombre d'attentes, puisque effectivement les blooms les efflorescences de phytoplancton et en particulier de phytoplancton toxiques sont un problème pour la qualité de l'eau d'abord, qui sont d'intérêt direct pour l'agence de l'eau, mais aussi pour les usagers de la mer, donc qui constituent notamment un intérêt pour nous. La deuxième phase, en fait, le deuxième élément qui nous intéresse aussi en tant qu'agence de l'eau, c'est les outils de gestion. On a besoin d'outils de gestion et donc ça, c'est les aspects modélisation en fait, qui permettent d'y répondre. C'est-à-dire qu'on a toute une chaîne de modélisation du bassin versant jusqu'à la mer, donc de continuité écologique, qui vont nous permettre en fait, de tester des scénarios à l'échelle du bassin pour voir en fait, les impacts sur l'apparition ou non de Pseudonychia sur le littoral normand. Je suis Alain Ménez-Guen et je travaille à l'Ifremer de Brest. Et avec mon collègue Philippe Cugier, nous sommes plutôt spécialistes de la modélisation mathématique, enfin numérique, de l'océan côtier et en particulier de la production d'algues. Il y a des études qui ont bien montré que, notamment en milieu océanique, dans les zones assez pauvres, où l'acide oïque pouvait être un chélateur de fer et favoriser la croissance de Pseudonychia. Donc là, il y a des études assez claires qui ont bien montré ça. Donc bonjour, je suis Mathilde Chapira, je travaille à l'Ifremer à Port-en-Bessin et donc je m'intéresse plus particulièrement au phytoplancton et donc j'ai travaillé dans le cadre du programme Flamme sur la biologie de Pseudonychia avec Juliette Fauchot de l'Université de Caen. Dans la continuité de la présentation de Mathilde, actuellement ce que donnent nos résultats, ce que suggèrent nos résultats, c'est qu'il y a une espèce qui est particulièrement responsable des événements toxiques, c'est une espèce qui s'appelle Pseudonychia australis, qui n'est pas présente toutes les années, et les années où elle est présente, on a des problèmes de toxicité. L'autre résultat, on travaille à comprendre du coup les facteurs environnementaux qui contrôlent la présence de ces espèces, pourquoi une espèce est présente à un moment et pas à un autre, à un endroit et pas à un autre, et donc quels sont les facteurs dans l'environnement, ce qu'on appelle les facteurs environnementaux, qui contrôlent. Merci à tous et à toutes d'être là, et voilà, donc nous cet après-midi avec mon collègue Gilles Billen, on va vous parler des bassins versants et des apports par les bassins versants. Qu'est-ce qui se passerait, quels seraient les flux apportés à la mer si on changeait des choses dans l'agriculture, dans la consommation domestique, etc. On est capable de simuler correctement, à peu près en tout cas, la situation présente. On peut donc se permettre de faire des scénarios de changement de l'organisation de cette chaîne agroalimentaire. Alors, on a construit, un petit peu à la suite des réflexions qui avaient été menées l'an dernier à l'atelier, deux types de scénarios. Le numéro 4, donc ce que nous avons retenu et ce que nous avons pensé comprendre, c'est tout d'abord la complexité du mécanisme qui tout de même présente d'ores et déjà quelques réponses, dont le rôle avéré des conditions environnementales en fait, dans la prolifération de ces algues, dont notamment l'apport de nutriments via les bassins versants. Donc les mécanismes d'apparition des algues en elles-mêmes et également la complexité des mécanismes qui provoquent la toxicité de ces algues. En ce qui concerne la modélisation, donc nous avons bien vu que la modélisation permettait d'ores et déjà d'apporter quelques réponses avec des réponses fiables sur certains paramètres, mais il serait également important dans la modélisation, on l'a vu, il était difficile de cibler sur des espèces, on va dire, vraiment précises, donc dans la poursuite des travaux, il serait intéressant de partir là-dessus. Citer trois questions que l'on s'est posées. Donc la première, peut-on avoir une forte proportion de l'espèce australis sans avoir de toxicité? La seconde,
Y aurait-il existence éventuelle d'un catalyseur de la production de toxines? Et la troisième, pourquoi la coquille Saint-Jacques est aussi sensible à cette toxine par rapport aux autres coquillages? On posait la question sur s'il y avait des mesures sur d'autres espèces que les coquillages, si ça pouvait engendrer quelque chose quand on consommait par exemple du poisson. La gestion des zones de coquille Saint-Jacques et de la campagne de coquille Saint-Jacques en particulier. Et donc comme la coquille Saint-Jacques est beaucoup liée au sanitaire avec différents types de toxines, dont celle qu'on a étudiée aujourd'hui, je pense que c'était pertinent que je vienne. Et puis pour moi, ça me permet de découvrir un peu ce qui se cache derrière ces toxines et ces rapports qu'on reçoit régulièrement. Donc c'est nous qui fermons les zones de pêche et qui avons la gestion sanitaire sur le plan administratif, quoi. Donc on travaille beaucoup avec l'Ifremer. On aimerait comprendre aussi, c'est y a-t-il un niveau, quelque part, est-ce que à quel point c'est anormal d'avoir des espèces produisant des toxines dans le milieu? Si, à partir de quand c'est normal et à partir de quand c'est anormal? Et ce qui nous étonne, c'est un peu ce qui vient d'être dit là, c'est que font les scientifiques? Sur ce qu'on ne comprend pas, qu'il n'y ait pas de restitution de l'impact économique, bien qu'il y ait eu une réponse quand même par rapport à la fermeture des champs de coquilles, et pas de restitution non plus forcément écologique sur ce sujet. Donc si on a peut-être cet après-midi, on a devancé la question si c'est le cas. Et est-ce qu'il y aurait d'autres espèces de phytoplancton qui produiraient de l'acide domoïque? J'ai participé donc à la première session qui s'est déroulée l'année dernière en octobre 2014. Et donc je voulais bien évidemment, profiter de cette seconde session pour bénéficier des résultats qu'on a pu voir sur les scénarios qu'on avait estimés intéressants l'année dernière. L'intérêt pour nous, c'est de parvenir à améliorer la qualité des milieux aquatiques et de l'eau. Donc ça me concerne à double titre à ce sujet. Cet acide domoïque, ou en tout cas cette toxine dans les coquilles Saint-Jacques, puisque on part finalement d'un sujet très très précis pour remonter à l'échelle du bassin versant et sur la remise en cause en fait de nos pratiques en tant que citoyens, en tant qu'usagers, puisque bien sûr on a une influence à la fois sur notre consommation et puis on le voit bien aujourd'hui donc sur la consommation humaine et sur la production agricole. Voilà. Dans le pêcheur, on a deux attentes. On a la compréhension du phénomène et que les études aillent un petit peu plus loin dans le sens où le problème socio-économique soit pris en compte donc dans toute la problématique des toxines. Je ne pense pas que la science ait de limite, donc il n'y en a pas, puisqu'il y a encore beaucoup de champs à explorer et l'approche qui a été faite ici est une bonne approche parce que c'est des sujets complexes qui sont quand même vulgarisés, donc c'est très bien pour nous. On a beaucoup de discussions régulièrement sur les interactions entre agriculture et qualité de l'eau. Mes attentes, c'est de donc mieux comprendre quels sont les phénomènes en cause et quelles peuvent être les conséquences par rapport à l'activité agricole de la région qui apparaît directement concernée, notamment par rapport à l'utilisation de l'azote, qui est quand même un élément indispensable dans la production agricole actuelle et la manière dont ça fonctionne de nos jours. Je m'intéresse à la nature. Quand je vois tout ce qui se passe, les cultures intensives, la mortalité des abeilles, la pollution, enfin bref, l'environnement en général. Et puis j'ai participé l'année dernière au premier atelier. Je voulais savoir les résultats des recherches qui avaient été amenées l'année dernière. Participer à un débat scientifique participatif, moi ça me porte de la connaissance. Pour savoir dans quel milieu je suis. Et puis, il y a des choses que je ne savais pas, que j'ai compris, que maintenant je dois faire attention et que je dois porter aux autres qui n'ont pas eu cette occasion de venir participer à ce genre de débat. Pour ce qui était de l'utilité des ateliers aujourd'hui, oui, bien sûr, je crois que c'était unanime, afin de permettre en fait, de comprendre
les mécanismes d'apparition des espèces et la toxicité, le lien aussi entre les bassins versants, les nutriments et la biologie a été mis en avant, donc voilà, nutriments en bio, et aussi la capacité en fait, de voir, de mettre en perspective en fait tout un travail qui est fait en laboratoire, de voir ses finalités en fait en termes de scénarii pour la gestion, de montrer aussi que les politiques publiques ont permis potentiellement d'améliorer la situation vis-à-vis du scénario de référence qui avait été présenté par Gilles, et néanmoins une petite déception vis-à-vis du modèle. Par rapport au niveau d'ambition qui avait été montré en fait, au tout début du projet dans le premier atelier des 7 et 8 octobre 2014, avec voilà, néanmoins une mise en lumière d'un certain nombre de pistes, notamment sur la dynamique des grandes communautés phyto, donc dinoflagellées et diatomées. Alors pour ce qui était à refaire, donc à garder le côté participatif, l'aspect co-construction avec les acteurs, qui ont permis aussi le développement de scénarios qui n'auraient pas nécessairement vu le jour si les acteurs n'avaient pas été intégrés à la réflexion. Il a été utile, oui, pour déjà bien comprendre les phénomènes, notamment pour ceux qui n'avaient pas participé l'an dernier, pour aussi permettre de constater par les différents scénarios que les agriculteurs et les collectivités avaient déjà fait de gros efforts dans le domaine. L'amélioration par rapport à l'azote et le phosphore. De façon générale, la compréhension dans le groupe, la compréhension est meilleure sur les phénomènes étudiés, les démonstrations étaient claires sur le sujet. Peut-être qu'une phase d'action serait nécessaire face à toute cette phase d'acquisition de connaissances et de développement de la connaissance du phénomène. Les agriculteurs ont fait énormément d'efforts, hein, en effet, mais on voit bien que c'est toujours la problématique qui demeure dans ces sujets-là. Donc un petit regret peut-être de ne pas avoir plus entendu les acteurs de l'agriculture s'exprimer sur certains sujets. Voilà. C'était une réponse en fait à la phase 1 de l'année dernière. Aujourd'hui, on a vu les résultats des scénarios et je pense que ce soit des résultats médians ou extrêmes, chacun des scénarios qu'on a pu voir sont intéressants. On était peut-être un peu frustrés sur l'aspect sanitaire qui n'a peut-être pas été suffisamment développé et les répercussions finalement de l'ingestion de la toxine sur la santé humaine. On ne sait pas ce genre de démarche scientifique participative, on espère que ça ne tombe pas à l'eau derrière et qu'on va plus loin bien sûr et que les décideurs et nos élus s'en saisissent de cette question, puisque sans relais financier ou sans relais politique ou sans relais décisionnel, on imagine bien qu'on ne va pas aller très loin. Ce qu'on garderait, c'est l'esprit et la démarche participative. On aurait aimé qu'il y ait plus de citoyens dans la salle. Et la dernière chose qui nous semble importante, mais ça a déjà été dit, c'est que les scénarios qu'on a testés, aussi intéressants soient-ils, ils ne servent pas, ils ne pourront pas servir d'aide à la décision pour éventuellement les politiques dans l'avenir, parce qu'il manque justement la dimension socio-économique, sans laquelle on ne peut pas juger de leur efficacité réelle. Nous allons conclure cette journée. Ça fait 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi que Flamme Litho a commencé. C'est aujourd'hui l'atelier Retour vers les acteurs. Dans 1 mois et demi, nous rendrons le rapport final de Flamme Litho. Et dans cette perspective, j'aimerais avoir un retour de votre part sur cette journée et sur la suite peut-être, un sentiment. Est-ce que vous avez une réaction à nous donner? C'est un programme de recherche un peu atypique à cause de cette démarche participative. Rétrospectivement, moi je trouve que ça a balisé très fort notre travail. Je pense effectivement qu'il y a des choses qu'on a faites qu'on n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu l'input enfin l'input du premier et puis un peu l'angoisse de se confronter au second. Flamme Litho, d'accord, c'était un peu novateur parce qu'il y avait ces ateliers, mais en fait, il s'appliquait en tout cas à un sujet qui est le cœur de métier de l'Ifremer. Moi, je suis totalement dans la mission de l'Ifremer. Quand je participe d'une part à un programme de recherche qui essaie de comprendre pourquoi certaines espèces d'algues rendent toxiques les coquilles qu'on mange, et deuxièmement, je suis aussi dans la mission de l'Ifremer quand on me demande de communiquer les résultats à tout un chacun. Ça m'est jamais arrivé quand même de devoir dire que j'avais pas des résultats très satisfaisants. C'est quand même la première fois que j'ai des résultats tout à fait
insuffisant à présenter, mais c'est ça la règle du jeu aussi. C'est-à-dire qu'on est là pas pour cacher les choses, on est là pour étudier les phénomènes réels, et quand on trouve des vraies explications qui tiennent la route, on n'est pas là pour les cacher. Donc, je vais d'abord remercier tous les scientifiques qui ont participé au projet, parce qu'ils ont travaillé d'arrache-pied. J'espère que vous avez vu, en tout cas, toutes les présentations montrent qu'ils ont travaillé véritablement d'arrache-pied, même si voilà, on n'a pas atteint tous les objectifs, ils ont vraiment énormément œuvré pour atteindre une partie des objectifs qu'on s'était fixés. Évidemment, merci aussi à l'équipe de Mission Publique, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu cet atelier, enfin ces ateliers. Et ce que je ressors, en tout cas de cette aventure Flamme, c'est l'échange qu'il y a pu y avoir avec vous, parce que sans vous, il n'y avait pas non plus de projet Flamme. Le participatif, c'était avec vous, il était super important.